La plupart d'entre vous m'ont principalement découvert et connu pour mes reviews et analyses du Weekly Shonen Jump à travers un angle plus statistique, mais il était temps d'aborder le plus célèbre des magazines en revenant à la source pour vous parler de ses œuvres en elles-mêmes avant toute chose. Dans ce second épisode de Marathon Shonen Jump, je vous donnerai mon avis sur 3 séries, il y aura du sel et des larmes, de la rédemption mais aussi de la passion, mais avant ça, vous connaissez la chanson, générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien les refs. On se retrouve donc pour le retour d'un nouveau concept avec le deuxième épisode de Marathon Shonen Jump, dans lequel je vous donnerai mon avis sur 3 séries du magazine. Mais avant toute chose, je vous annonce que j'ai repris un assez beau rythme sur les lives. Bon, c'est fini les lives tous les 6 mois, c'est bon. J'ai même acheté une deuxième caméra pour faire des unboxings et reviews de certaines jumps de ma collection, donc faut rentabiliser. Pensez à follow, idem pour la chaîne secondaire du coup, si vous voulez les rediffs. Mais bref, pour cette vidéo, on va cette fois-ci commencer dans un premier temps par aborder le cas Boruto, à qui j'ai enfin donné une seconde chance après plusieurs années. On passera dans un second temps à mon avis sur Black Clover, que l'on m'a longtemps réclamé, puis on finira avec du One Piece, histoire de revenir pour la première fois sur l'arc Egghead. Il y a vraiment du lourd au programme, donc profitez bien, et comme d'habitude, j'attends déjà vos avis sur ces 3 séries dans les commentaires, et quel manga vous aimeriez que j'aborde dans le 3ème épisode. Comme prévu, on va commencer par s'attaquer à Boruto. Alors Boruto de son titre complet, Boruto Naruto Next Generation, est comme son nom l'indique, la suite d'un grand classique qui aura marqué les années 2000, et même l'histoire du Jump tout court. On y retrouve un trio derrière, à savoir bien entendu Masashi Kishimoto à la supervision et même au scénario depuis quelques temps, ayant pris la relève de Ukio Kodashi, sans oublier Mikio Ikemoto au dessin, un ancien assistant de Kishimoto sur Naruto. La série a été lancée en 2016 dans le Weekly Shonen Jump, sous un rythme mensuel, car rarissime dans l'histoire du magazine, puis Boruto sera finalement transféré en 2019 dans le V-Jump. Aujourd'hui, la première partie du manga a été compilée en 20 volumes aux éditions Shueisha, tandis qu'une seconde partie intitulée Boruto True Blue Vortex a débuté depuis peu. En France, vous pouvez retrouver les tomes aux éditions Kana. Bon, je vous passe les adaptations en film, roman ou encore l'animé produit par le studio Pierrot que vous pouvez retrouver sur ADN, Crunchyroll et même Netflix, afin de vous partager directement le synopsis. Les grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent désormais au passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de paix. L'histoire se concentre sur Boruto, le fils du 7ème Hokage qui vit mal d'être dans l'ombre de son éminent paternel. Mais il ne se doute pas qu'une nouvelle menace plane sur eux. La légende de la nouvelle génération commence maintenant. Tout d'abord, on va commencer par revenir sur le contexte dans lequel j'ai commencé Boruto, qui est même lié au contexte de l'histoire tout court d'ailleurs, et la raison pour laquelle j'ai décidé de lui redonner une chance quelques années plus tard. Ce qui indique naturellement que je n'avais pas du tout accroché, mais alors pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'après avoir été déçu par la fin de Naruto, et plus globalement de son arc final, que j'avais suivi pendant de longues années sous un rythme hebdomadaire, le fait que Boruto soit une suite directe avec une nouvelle génération, mais en plus en se basant encore sur les délires de Kaguya et j'en passe, qui m'avaient assez rebuté et dégoûté à l'époque dans la série originale, j'avoue que le premier tome avait rapidement fait décrocher. L'autre point qui m'avait assez dérangé était le personnage de Boruto en lui-même, parce que voilà bon, suivre un gamin aux tendances capricieuses et assez insupportables alors que son père avait vécu toutes les misères du monde sans jamais se plaindre avant lui pour se faire reconnaître, tout ça vous connaissez le postulat, j'avoue que le point de départ ne me parlait pas plus que ça. C'est seulement en entamant une relecture de Naruto avec l'édition Hokage chez Kana que je me suis rappelé à quel point j'aimais cette œuvre à la base. Cette réconciliation avec mes ninjas favoris m'ont alors donné envie de laisser une seconde chance à Boruto, et je vous avoue que j'estime avoir bien fait. Malgré de gros défauts qu'on va mettre de côté pour le moment, j'aimerais avant tout commencer par aborder l'audace de la série d'avoir repris un des concepts les plus casse-gueule de Naruto, les délires divins autour de Kaguya et des Otsutsuki qui ont énormément divisé les fans, afin d'essayer de développer l'idée et d'aller plus loin. Je n'imaginais à aucun moment que l'intrigue de Boruto se baserait là-dessus à 100%, et pourtant, le résultat est loin d'être scandaleux. Au contraire, je parle d'audace car ça a vraiment le mérite d'essayer d'y mettre du cœur, je n'ai pas forcément ressenti l'objet d'une suite de Naruto à des fins marketing, on nous propose même de nouvelles approches de l'univers des ninjas, avec l'apparition de nouvelles technologies qui viendront quant à elles confronter certains personnages comme Boruto face à leurs principes et leurs valeurs même de ninja. Il y a donc des thématiques intéressantes, puis pour en revenir sur notre héros, au final il évolue assez vite dans l'histoire et se démarque assez bien de son père, tout en lui ressemblant également. Il y a des phases où j'y ai retrouvé du Naruto, mais on ne tombe pas pour autant dans le piège d'en faire une pâle copie, ce qui aurait été dommage, vous en conviendrez. Ceci dit, si faire une suite à Naruto en prenant son fils comme nouveau personnage principal présentait déjà des problématiques sur le papier, quant à la crédibilité de ce dernier et à la cohérence par rapport aux différents niveaux de puissance, qu'en est-il vraiment ?
Eh bien, je dirais que la série reste agréable à lire et à suivre sans prise de tête, bien que j'avoue avoir eu du mal à accepter certaines choses. On insiste dès le départ pour nous indiquer que l'on va bien nous raconter l'histoire de Boruto, mais avec des personnages aussi puissants que Naruto et Sasuke autant impliqués et présents dans l'intrigue, j'avoue qu'on a du mal à avaler que ce soit Boruto et pas eux qui viennent à bout des nouveaux antagonistes, non seulement car on rappelle qu'ils avaient atteint des niveaux de puissance quasi divins, c'est le cas de le dire, Boruto restant quant à lui qu'un apprenti ninja, l'écart entre eux étant monumental, et même si des idées sont trouvées pour essayer de nerfer Naruto par exemple, j'avoue que les power-ups de Boruto sont vraiment abusés. Là où j'avais apprécié suivre son père, qui bien que carré par Kyuubi, à force d'efforts et d'entraînement, avait tout de même eu le mérite de parvenir à se hisser au rang de Hokage après tant d'années, ce qui devient d'ailleurs un autre aspect positif de Boruto, on revoit notre héros favori dans cette nouvelle fonction avec de nouvelles responsabilités, c'est un Naruto encore plus mature que l'on retrouve, partagé entre son travail, ses responsabilités et sa nouvelle vie de famille aussi. Il y a d'ailleurs toute une thématique liée à cela qui est intéressante à suivre dans Boruto, ce dernier étant contraint de devoir évoluer assez vite. Outre cela, les nouveaux antagonistes surcheatés sortent un peu de nulle part, mais les auteurs ont su trouver un léger équilibre pour rendre cette nouvelle intrigue un minimum crédible, et surtout cette suite, elle a le mérite de se montrer captivante. Je mets bien évidemment en avant les points négatifs de l'œuvre qui m'ont gêné, mais pas suffisamment pour venir gâcher ma lecture et ainsi drop le manga. Au contraire, comme je l'ai dit plus tôt, les délires avec Kaguya, etc. que je n'avais pas aimé dans Boruto sont rendus plus digestes et appréciables dans Boruto. Peut-être que ma relecture de l'arc final de Naruto justement, cette grande guerre ninja très controversée, me fera également changer d'avis sur ce dernier. Ceci dit, ces nouveaux antagonistes se montrent plutôt intéressants sans être véritablement marquants, on est très loin des Orochimaru, Pain et Co. Et oui, désolé pour les comparaisons avec Naruto, mais on parle ici d'une suite, cela devient donc inévitable et on se doit d'être exigeant, c'est normal. Pour finir, j'estime que Boruto est le parfait entre deux, entre ce qui est une suite inacceptable comme Dragon Ball Super qui rate absolument tout ce qu'elle entreprend. Non. Moi je n'aime pas ça. Aïe, monsieur. Je n'aime pas ça. Ou une suite aboutie à 100%, j'estime que le manga ne mérite ni de se faire lyncher injustement, comme c'est souvent le cas sur les réseaux, comme il ne mérite ni d'être autant surhypé par certains de ses fans. J'entends par là que ça reste une lecture agréable avec une nouvelle approche de l'univers ninja, mais avec ses défauts flagrants, car c'est pareil, j'en ai pas encore parlé, mais où est passée la quasi-intégralité du cast de Naruto? Kakashi, Tsunade, Rock Lee et j'en passe, où sont-ils passés? On ne les voit jamais, et parfois j'ai l'impression que l'on perd ce côté vivant dans le quotidien de Konoha. On revoit toujours les mêmes personnages, alors certes ils sont bien exploités et se montrent intéressants, que ce soit Shikamaru, Konohamaru, ou même les petits nouveaux comme Sarada Mitsuki et surtout Kawaki, l'absence de certains leur permet tout de même de briller, et c'est aussi à relever. Niveau dessin, c'est assez correct, la lecture se veut fluide, même si ça manque de créativité dans le découpage, quasiment qu'une double page par exemple, et des cases souvent très carrées et rectangulaires. C'est dommage car en parallèle les chorégraphies de combat en souffrent un peu, d'autant plus qu'on se limitait aux mêmes techniques en boucle, là où la série Naruto nous proposait une palette immense et variée de techniques ninja. Je sais que ma critique paraîtra un peu dure pour certains, mais elle l'est surtout parce que Boruto souffrira toujours de la comparaison de son prédécesseur, et c'est normal. C'est pas une nouvelle œuvre à part entière, mais bien une suite directe, et c'est à prendre en compte. Et enfin, je rajouterai que le rythme mensuel doit sans doute être très bien géré par les auteurs, puisque les chapitres finissent souvent sur de gros cliffhangers, ce qui renforce ce côté captivant et attrayant de l'œuvre. Il y a aussi de bons rebondissements dans le scénario, de quoi passer un bon moment, et la seconde partie True Blue Vortex reste dans la même lignée, à la différence que les enjeux sont encore plus grands. C'est peut-être le bon moment pour vous y mettre à votre tour. On enchaîne avec Black Clover. Signé Yuki Tabata qui avait été lancé en 2015 dans le magazine avant d'être transféré en 2023 dans le Jump Giga afin de permettre à l'auteur de préserver sa santé en allégeant son rythme de publication. Le manga compte à ce jour 36 tomes parus et est disponible en France aux éditions Crunchyroll. Je vous épargne également ses nombreuses adaptations pour nous pencher directement sur l'histoire. Yuno et Asta sont deux jeunes héros ayant le même rêve, celui de devenir le prochain empereur mage du royaume de Clover grâce à la puissance et omniprésence de la magie. Meilleurs amis et élevés côte à côte depuis leur plus tendre enfance, nos deux héros sont pourtant radicalement différents, puisque si Yuno est naturellement surdoué pour la magie, Asta est lui a priori incapable de la manipuler. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire à l'école des mages, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à 4 feuilles, tandis qu'Asta, lui, repart bredouille de son examen. Mais très vite, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré à 5 feuilles surgit devant lui, un grimoire d'anti-magie qui pourrait bien réserver un avenir plein d'aventures à notre jeune héros, qui va vite devoir composer avec son destin hors du commun. Et bien étonnamment, il s'agit sans aucun doute du manga sur lequel on me demande le plus mon avis depuis que je suis sur les réseaux, à tel point qu'une partie de la communauté s'est mise à penser que je voue une haine viscérale envers ce dernier, et vous allez voir que la réalité est tout autre.
Je vais donc commencer par vous raconter le contexte dans lequel j'ai découvert Black Clover avant de vous partager mon avis sur le manga. Et bien déjà, figurez-vous que je faisais partie de ces tout premiers lecteurs puisque j'avais découvert le premier chapitre du manga dès son jour de sortie. Je me souviens de la hype qu'il y avait à l'époque, le Jump avait un peu survendu Black Clover comme étant le nouveau Naruto, il y a eu un énorme forcing sur sa promo avec notamment beaucoup de mise en avant dans le magazine, et ce au détriment de Shikigami, la nouvelle série d'Iwashiro Toshiaki, lancée à ce moment-là, connue pour Psy-Red entre autres. En tout cas sur le papier, comme tout gros Neketsu Made in Jump qui se respecte, le manga de Yuki Tabata donnait aussi vachement envie, les attentes étaient donc très élevées, les miennes aussi, et je ne finirai par ne jamais accrocher au manga malgré avoir fait preuve de patience et de clémence à l'époque. 100 chapitres plus tard et donc 2 années passées à suivre les aventures d'Asta et ses amis hebdomadairement, le déclic ne venait toujours pas. Black Clover souffrait de la comparaison avec ses prédécesseurs, la concurrence n'était pas la même qu'aujourd'hui et les exigences des lecteurs étaient donc par conséquent supérieures. Malgré le fait que j'ai toujours essayé de mettre la comparaison avec Naruto de côté et sa fin qui n'était pas facile à digérer, je trouvais que Yuki Tabata ne faisait vraiment aucun effort pour se démarquer un tant soit peu. Pas forcément que de Naruto, mais dans son genre dans son ensemble. Et accordant personnellement une importance capitale à mon appréciation des personnages dans une œuvre au registre Neketsu, aventure et action, car tu sais généralement que tu vas devoir les suivre dans un long périple, bah si tu t'y attaches pas un minimum, leurs aventures et différentes péripéties en deviennent donc assez ternes pour ma part, pour ne pas dire que je m'en bats les... En vrai, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Pour autant, je ne pense pas qu'il s'agisse forcément de mauvais personnages, juste que je n'ai pas la petite étincelle qu'il me faut pour ce genre de série. Excepté peut-être Yami à la rigueur, il n'y avait pas beaucoup de personnages qui m'emballaient réellement. De ce fait, mon envie de continuer à lire Black Clover disparaissait au fil des semaines, jusqu'à ce que je finisse par drop la série définitivement. Ajouté à cela, j'avais l'impression d'avoir déjà lu ce manga 50 fois avant et en mieux. Les personnages que je jugeais insipides n'étaient pas mon seul problème, puisque même l'univers en lui-même, les combats aux conclusions souvent prévisibles et répétitives, il me manquait cruellement une identité propre à la série et je pense encore que ce problème est toujours d'actualité, ce qui expliquerait à mon sens le fait que Black Clover n'ait jamais répondu pleinement aux attentes, même d'un point de vue commercial. Alors oui, ses ventes sont certes correctes, mais elles n'ont jamais été au niveau attendu de ses concurrents directs. Mais malgré le fait que je n'ai personnellement pas du tout apprécié l'œuvre malgré une patience assez généreuse, je n'estime pas pour autant qu'il s'agisse d'un mauvais manga. Au contraire, tous les ingrédients pour réaliser un bon shonen neketsu sont là, les dessins sont très dynamiques et modernes, l'univers offre un bon potentiel à exploiter, il y a des rebondissements, l'intrigue peut largement faire le job pour certains, et si je n'ai personnellement pas apprécié les personnages, ces derniers proposent tout de même un éventail de personnalités assez riche pour y trouver son compte. Il s'agit vraiment du point le plus subjectif à mes yeux, et comme je trouve personnellement beaucoup mieux ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de continuer à lire ce manga. Pour faire simple, Black Clover est un manga qui respecte justement un peu trop bien le cahier des charges pour réussir un neketsu, et c'est peut-être ici qu'on peut résumer simplement son plus gros problème. C'est tellement codifié qu'on a du mal à y retrouver son identité, comme je le disais plus tôt, comme si la série n'avait finalement aucune âme. À la différence d'un Jujutsu Kaisen par exemple, qui bien que classique également sur tous les points, a su trouver le juste milieu entre inspiration et interprétation pour concevoir son identité. Certes, il n'a rien de bien original non plus, mais lorsque l'on parle d'extension de territoire par exemple, on sait très bien à quelle série on fait référence, tandis que Black Clover, il n'y a rien de comparable aussi propre à lui. Après, je ne parle ici que de mon ressenti personnel à la lecture de Black Clover. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, mais je ne cherche à aucun moment à dénigrer la série, mais juste à évoquer le fait qu'elle ne m'ait pas parlé plus que ça. Et lire un gros neketsu du Jump sans vibrer, sans avoir les émotions que doivent te procurer des personnages que tu apprécies, vous en conviendrez qu'il en devient donc naturellement difficile de se sentir concerné et impliqué dans l'histoire. Je conclurai donc par vous inviter à vous faire votre propre avis avant tout, mais pour moi, Black Clover reste une lecture totalement dispensable et pas du tout marquante, et relire le manga pour lui redonner une chance ne servirait absolument à rien puisque des chances, je lui en avais déjà laissé des dizaines à l'époque. Bon, je vous avais prévenu que cet épisode vous réserverait une bonne dose de sel, on va y ajouter un peu d'épices, je dirais en premier lieu en ce qui concerne l'arc d'Onigashima, mais beaucoup de sucre dans un second temps pour l'arc Egghead, actuellement en cours. Vous l'aurez compris, il est désormais temps de nous intéresser à One Piece pour conclure cette vidéo de la meilleure des manières. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter un mastodonte comme One Piece qui continue d'écrire sa légende après 26 années de publication et 107 tomes parus, 108 même bientôt, on a déjà la cover. Comme je l'ai dit, je vais rapidement revenir sur l'arc Onigashima et plus principalement sur sa fin, et ensuite on s'intéressera à Egghead. Il est important pour moi de revenir sur ces deux arcs car cela me permettra de vous parler en parallèle de mes attentes envers One Piece, qui est, je le rappelle, mon manga préféré aux côtés d'Ashita Dojo. Je le précise au cas où, mais je vais en parler librement, donc faites attention au spoil. Et bien, après avoir grandement apprécié la partie Wano Kuni dans son ensemble, que ce soit l'introduction de cette nouvelle ambiance au pays des Wa, les fleurs de cerisier, les samouraïs, la culture très nippone et tous les principaux artistes présents, le spectacle se devait d'être au rendez-vous. Il s'agissait aussi d'un arc très attendu par les fans depuis des années, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'Eiichiro Oda l'avait teasé, peut-être même un peu trop. Forcément, quand tu sauces et hype autant tes lecteurs, tu ne pourras que faire des déçus sur certains éléments de l'arc au final.
Bon, à part les gros suceurs sans esprit critique dès qu'il s'agit de One Piece, mais généralement ces gens-là ne lisent pas de manga, ils lisent juste One Piece. Je préfère me dire ça parce que sinon le contraire serait très inquiétant, surtout sur Twitter où certains préféraient que tu insultes leur daron plutôt que de critiquer One Piece. Inquiétant, certains. Certains vont m'inquiéter, je vous le dis gentiment. Bref, je m'égare. Pour revenir au sujet en lui-même, je ne vais pas m'attarder sur la partie Wano Kuni puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois. Sublime flashback d'Oden, intimement lié à la fin du manga en lui-même avec des révélations. J'ai vraiment eu l'impression qu'Oda allait nous révéler le One Piece ici, tellement il nous en avait trop montré. Ceci dit, bien que toujours emballé, j'appréhendais déjà la fin de l'arc à ce moment-là car avec Kaido beaucoup trop monstrueux en parallèle qui paraissait de plus en plus imbattable et un nombre de personnages secondaires, voire même tertiaires complètement osef, le tout pouvait rapidement devenir indigeste. Et malheureusement je ne m'étais pas trompé car un trop grand nombre de personnages allait forcément développer de trop nombreuses intrigues et sous-intrigues, et ainsi venir entacher le rythme devenu trop vite décousu et passer certains personnages comme les Mugiwara au second plan. Et oui, encore une fois des protagonistes comme Usopp n'auront servi à rien, si ce n'est de faire de la figuration. Au-delà de ça, j'étais longtemps resté mitigé sur l'arrivée de Big Mom, parce que voilà, il y avait déjà Kaido, 2 empereurs ça faisait peut-être beaucoup, mais finalement j'ai plutôt bien apprécié son traitement pour ma part, car si Oda se devait scénaristiquement de faire briller Luffy en faisant tomber un empereur ici, il fallait aussi que ses rivaux en parallèle lui répondent, ce pourquoi j'ai adoré voir briller le duo Law et Kid face à Big Mom. Certains pourraient reprocher un problème de cohérence, mais j'ai trouvé ce combat plutôt bien amené pour ma part. La question que je me pose en revanche, c'est pourquoi Law a été nerfé sur Dressrosa du coup. Cela m'a fait extrêmement plaisir de voir mon personnage préféré briller autant, c'est probablement mon combat préféré de l'arc d'ailleurs. Parce que, outre celui-ci, les autres combats ne m'ont pas particulièrement marqué, que ce soit Sanji versus Queen ou même Zoro versus King, c'était sympa mais sans réel plus je trouve. Il faut dire que mes attentes étaient bien évidemment en grande partie focalisées non pas sur l'issue du combat opposant Luffy et Kaido, car comme je l'ai mentionné plus tôt, scénaristiquement parlant c'était une nécessité assez évidente, mais c'est plutôt dans la forme que j'avais mon lot d'attentes et d'appréhension. On s'attendait tous à un power-up d'une telle envergure que celui du Gear 5, Gear 5 comme vous voulez, mais même avec du recul je suis toujours aussi dubitatif. Alors autant lors de sa révélation, je n'avais pas aimé mais alors pas du tout. J'ai toujours apprécié One Piece pour son univers avant tout et son lore ô combien richissime, mais aussi pour son aspect loufoque que l'on ne retrouve pas ailleurs. Aqua Luffy contre Crocodile c'était ok car il s'agissait d'une petite technique gag durant le combat, mais un Gear 5 cartoonesque à ce moment de l'histoire, lorsque les enjeux gagnent toujours plus d'importance, j'avoue avoir encore un peu de mal. En fait, je suis encore trop partagé pour savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise idée, car d'un côté, l'adaptation animée nous a montré une facette un peu plus terrifiante, j'ai vraiment senti et ressenti la folie de Luffy, mais une folie qui fait vraiment peur. Je pense qu'il serait intéressant pour Oda de développer cet aspect-là, car certes le côté cartoonesque tue un peu la cohérence, mais si on joue sur son côté imprévisible et sa folie, ça peut donner quelque chose de grand. En revanche, il est vrai que j'ai eu et j'aurais toujours du mal à voir Luffy dunker sur de tels ennemis, Kaido, on parle quand même d'un Yonkou. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'introduction de ce power-up que j'ai trouvé mal amené pour ma part, car si le gouvernement avait des soupçons sur la réelle origine du fruit du démon de Luffy, au moindre doute, ils auraient dû réagir en conséquence. Là, ils ont quand même attendu 1000 chapitres pour se bouger le cul les gonzes, c'est dur à avaler à ce moment de l'histoire. Mais voilà, il fallait un nouveau power-up pour Luffy, et au moins je trouve que cette nouvelle forme est très stylée au niveau de son chara design, il y a également un potentiel évident à exploiter, donc reste à voir dans quoi Oda nous embarquera à l'avenir. Je rajouterai aussi que j'ai été très déçu de la conclusion du combat et de la conclusion du personnage de Kaido en général. MVP de l'arc jusqu'ici, il n'aura pas eu une fin digne du personnage et c'est dommage. J'en profite aussi pour mentionner ici l'absence de mort marquante durant cet arc. Alors oui, il y a eu des morts, mais que des personnages OSEF, et certains y passent même en off-screen, c'est terrible. La mort d'un personnage important comme Kinemon aurait pourtant eu du sens, que ce soit symboliquement pour ce qu'il représentait dans l'arc, mais aussi parce qu'il s'agit d'un personnage auquel on a eu le temps de nous attacher à travers de nombreuses années. C'est dommage, surtout que la balnade du « ouais j'étais mal recollé » depuis Punk Hazard. Oh, tu va te faire foutre. Oh, mais quel connard ce type. C'est quand même l'un des plus grands foutages de gueule de toute l'œuvre pour moi. Et accessoirement, je trouve ça dommage que les conséquences ne prennent pas de proportions plus grandes alors qu'on approche mine de rien de la fin de l'histoire. Alors attention, je m'attends pas à la mort d'un Mugiwara mais d'un personnage comme Kinemon les gars. Il y avait du sens à tout ça, une symbolique, et cela aurait montré que paradoxalement à la nouvelle forme de Luffy, on ne peut plus rigoler sur le territoire d'un empereur. Et j'insiste sur des conséquences importantes, pas celles de random et c'est encore moins un quota que je voulais. Ceci étant dit, il est temps de nous pencher sur l'arc Egghead et rassurez-vous je n'ai que du positif à relever mais alors là vraiment. Il était juste important pour moi de faire le point avec vous sur ce qui m'avait déçu sur Onigashima afin que vous puissiez comprendre clairement mon ressenti actuel sur One Piece et accessoirement au moment d'appréhender un tout nouvel arc. Parce que oui, j'avais presque oublié de mentionner l'apparition marketing de Shanks pour nous inviter à aller voir le film One Piece Red, et je reste persuadé qu'Oda n'aurait pas rush la fin du combat contre Kaido sans ça d'ailleurs.
Bref, un arc globalement décevant laisse sa place pour de nouvelles aventures au pays de la science, un thème futuriste, de nouvelles technologies, et la retrouvaille de certains personnages qui n'attendaient plus que leur heure de gloire, et surtout, encore son nouveau lot de révélations avec l'introduction d'un personnage charismatique aussi attendu que Vegapunk. Enfin, du moins, il était plus énigmatique que charismatique, mais du coup le temps lui a donné raison. Sur le papier, on a déjà tout pour réaliser un très bon arc, mais il a déjà complètement dépassé mes espérances. Alors si l'intrigue de l'arc en elle-même est assez captivante avec les différents Vegapunk, tout le lore qu'il y a autour, le CP0 qui se ramène avec le retour de Rob Lucci, l'île qui finit assiégée par un Buster Call avec aux commandes Saturne, un membre du Gorosei qui passe enfin à l'action, ou encore par la présence d'un amiral et pas des moindres, à savoir Kizaru, je trouve que c'est aussi surtout ce qui se passe en parallèle dans le monde de One Piece qui apporte une dimension supplémentaire à cet arc. Que ce soit Kid qui se fait littéralement atomiser par Shanks, la défaite de Law face à Barbe Noire, celle de Garp face à une partie de l'équipage de ce dernier, et surtout les révélations liées à la rêverie, je pense qu'on pouvait difficilement rêver mieux en termes de pur divertissement. Chaque nouveau chapitre est un pur régal à lire et ma hype envers ce manga n'a jamais été aussi grande. Comme quoi, ma déception de l'arc Onigashima n'aura rien changé et encore heureux, on a juste le droit d'être critique et d'être déçu par certaines choses, c'est normal, et encore plus quand il s'agit de son manga préféré. Mais personnellement, si tous les éléments que j'ai rapidement cités plus haut étaient déjà une raison suffisante pour apprécier cet arc, tant il se passe des choses de tous les côtés, ce qui participe à instaurer un rythme de lecture vraiment excellent je trouve au passage, c'est surtout la relation entre Kuma et Bonnet qui m'a littéralement le plus touché. Cela faisait des années et des années que Jewel Bonnet avait attisé ma curiosité et mon intérêt, puisque littéralement chacune de ses apparitions était constamment intrigante, que ce soit son introduction sur l'archipel Sabaody ou Elle sauve Zoro, la fois où on l'avait vu en pleurs à Marineford, ou la fois où Teach la voulait dans son équipage, bizarre l'ambiance d'ailleurs maintenant, Bizarre. et surtout on se demandait aussi comment elle avait pu échapper à Akainu, au vu dans quel merdier elle se trouvait face à lui. Pour toutes ces raisons et parce que j'aimais aussi sa personnalité qui me rappelait grandement Luffy, il s'agissait déjà d'un personnage coup de cœur à mes yeux, et je m'étais pas trompé. Je vous avais même déjà averti sur mes différents réseaux sociaux, et principalement en stream. N'hésitez pas à follow sur Twitch d'ailleurs, encore une fois. Bien évidemment, Oda est toujours resté mystérieux sur son âge, et vu que son pouvoir influait sur ce côté-là, il fallait donc s'attendre à des révélations sur ce point. Si j'ai longtemps pensé qu'elle serait en vérité bien plus vieille qu'on ne le pensait, Oda a plutôt fait le choix de la jeunesse, et je trouve que ce choix bonifie davantage le personnage. Outre sa relation et son sublime flashback avec Kuma, je trouve que le fait qu'il s'agisse seulement d'une gosse d'un peu plus de 10 piges rend le personnage encore plus extraordinaire, car quand on se dit que Bonnet a pris la mer à l'âge de 10 ans pour retrouver son père, qu'elle a attendu cet âge toute sa vie pour retrouver sa liberté aussi au passage, qu'elle a bâti son équipage et qu'elle a surtout traversé et surmonté d'innombrables épreuves pour se hisser dans le nouveau monde à cet âge encore une fois, c'est vraiment l'une des plus grandes prouesses du manga je trouve. Cela permet également de rendre l'utilisation de son fou du démon encore plus remarquable et plus smart, elle a su prendre de telles responsabilités si jeune, c'est vraiment dingue, c'est vraiment la petite princesse intouchable de ce manga à présent, sans oublier qu'elle voue une admiration particulière à Nika, sa relation avec Luffy en devient donc elle aussi tout naturellement intéressante à suivre. Puis bon, comment apprécier Bonnet sans parler de Kuma? Encore un personnage qui a su devenir extraordinaire sans qu'on le soupçonne, j'insiste encore une fois là-dessus mais quel flashback monumental, déjà au panthéon des plus grands du manga et on tient même un des plus beaux duos de la série. La seule chose que je demande pour ne pas venir gâcher leur histoire aussi magnifique que tragique est qu'il n'y ait pas de retour en arrière de la part d'Oda concernant Kuma. J'espère vraiment que ce dernier ne retrouvera jamais son humanité, qu'il finisse par mourir ou non d'ici la fin de l'arc, je m'en fiche un peu, mais je ne veux pas d'une telle facilité scénaristique. Ce serait même encore plus triste que Kuma survive et qu'il continue de vivre aux côtés de sa fille en n'ayant plus aucun souvenir d'elle, plus aucune once d'humanité restante. Je serais curieux d'avoir vos avis sur ce point dans les commentaires au passage. Rien à ajouter de plus, Egghead est clairement un sans faute et un pur plaisir à lire, je n'attends plus que sa conclusion et j'estime qu'Eiichiro Oda a parfaitement suggéré le rythme de son récit et bizarrement quand il y a peu de personnages et peu de nouveaux personnages introduits, ce n'est pas un hasard, il a tout simplement su corriger quasiment tous les défauts que je lui reprochais juste avant sur l'arc Onigashima, sans parler des prochaines révélations à venir concernant le siècle oublié, j'ai rarement vu un cliffhanger aussi hypant, l'attente est insoutenable en ce moment, par contre Vegapunk c'est bon, faut vraiment lui ramener à Brèche frère là, et à ce niveau là, One Piece est vraiment injouable à mes yeux. On arrive à la fin de ce second épisode de Marathon Shonen Jump. Comme d'habitude, vous pouvez toujours me recommander des mangas à aborder pour les prochains dans les commentaires, en espérant que la vidéo vous ait plu. Sur ce, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux en description. Pensez au petit like et aux commentaires encore une fois pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et surtout, on se reverra.